Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, d'abord, en l'espace de quelques mois, Mistral AI s'est imposé dans le paysage de l'intelligence artificielle grâce à son dirigeant, un jeune entrepreneur atypique, souvent qualifié de génie. On va découvrir son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Toujours, évidemment, c'est Milly Adaé qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Milly. Bonjour. Soyez la bienvenue. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On va aider son enfant à s'aimer et à se connaître. Et c'est important, on voit ça dans un instant. Et puis face aux enjeux éthiques soulevés par les nouvelles technologies, comment permettre aux enfants d'acquérir une culture numérique solide et ce, dès le plus jeune âge? On en parle avec notre invitée Karina Chatin. Bonjour Karina. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la responsable de l'éducation numérique à la CNIL. On en parle dans un instant, juste après le focus. Il vient tout juste de lancer ce qui pourrait bien être le futur du ChatGPT français. Il a même pour objectif de dépasser la plateforme américaine. En quelques mois, il est passé d'un simple employé chez Google, ce qui est déjà pas mal, à l'un des entrepreneurs les plus prometteurs d'Europe. Portrait aujourd'hui d'Arthur Mensch avec Jean Martineau. Nous, on aimerait beaucoup faire émerger un champion européen. On a un sujet de régulation, on pense qu'il faut réguler, mais on pense qu'aujourd'hui, en l'état des discussions au Parlement européen, la régulation qui est faite a un risque fort de gêner l'innovation et on aimerait savoir comment ça peut évoluer dans le bon sens. Sûr de lui et entreprenant face à Emmanuel Macron, à 31 ans, Arthur Mensch est le visage de l'intelligence artificielle française. Diplômé de Polytechnique et de Télécom Paris, Arthur Mensch brûle les étapes de l'entrepreneuriat. Après un court passage chez DeepMind, l'entreprise spécialisée dans l'IA appartenant à Google, il se lance dans le projet de sa vie. Lui et deux confrères fondent Mistral AI, une entreprise dans le développement de l'intelligence artificielle. Une nouvelle fois, c'est mission réussie pour le jeune trentenaire. Après seulement 8 mois et 2 levées de fonds, l'entreprise est valorisée à près de 2 milliards d'euros. Le Parisien est devenu au fil du temps un des porte-parole de l'intelligence artificielle dans le monde. Que ce soit en français ou en anglais, il est invité sur différents plateaux et conférences afin de répondre aux interrogations autour du sujet. Je vous entends, je me dis qu'on demande peut-être trop de choses à l'IA en même temps. Elle sait aussi faire le café, elle sait tout faire. Alors elle ne sait pas tout faire, elle sait très bien lire de grandes quantités de texte à une vitesse beaucoup plus grande que ce que peut faire un humain. Elle sait générer du texte dans un ensemble sur un nombre de sujets qui est beaucoup plus grand que ce qu'un seul humain peut faire. Donc, ça permet sur certains sujets de passer à une échelle largement superhumaine. Grâce à son dévouement et son savoir, Arthur Mensch démontre que l'Europe aussi a son mot à dire et que l'accélérateur de créativité ne se trouve pas uniquement dans la Silicon Valley. Allez, on reste sur le sujet du numérique. Il se mobilise pour que l'éducation au numérique soit inscrite dans les programmes scolaires et ce, dès l'école maternelle. Et ils agissent aussi au quotidien pour que la sécurité de nos enfants soit assurée en ligne. Ils font plein de choses. On va en parler aujourd'hui dans l'émission. La CNIL est sur le plateau de l'École du Futur aujourd'hui. On en parle dans un instant dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Karina Chatin, responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Peut-être effectivement, on en parlait en préparant cette émission, mais la CNIL, vous faites plein de choses. On ne connaît pas forcément en tant que téléspectateur ce que vous faites. Tout ce que vous faites, qu'est-ce que c'est que la CNIL? Alors la CNIL, c'est l'autorité en France qui est chargée de protéger les droits et les libertés à l'ère du numérique. Et donc, l'objectif de la mission d'éducation numérique, c'est de sensibiliser les citoyens, quel que soit leur âge, aux enjeux clés que soulève le numérique pour leur vie privée. Alors, ils sont nombreux. Effectivement, vous parlez de cette mission d'éducation numérique qui a commencé en 2013, qui a pour objectif, vous l'avez dit, de sensibiliser tous les publics, mais notamment les mineurs, les enseignants, leurs parents et les éducateurs aux enjeux que soulève le numérique pour la vie privée. Comment ça se traduit concrètement ? Alors d'abord, je vais commencer par 2 chiffres clés. Aujourd'hui, un enfant à l'âge de 9 ans reçoit son premier smartphone. C'est l'âge moyen. Et puis, autre chiffre, il y en a 68% des 8-10 ans qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui ont des comptes. Donc, vous voyez que les usages numériques sont de plus en plus précoces. Sachant que l'âge légal, c'est quand même 13 ans. Ça reste 13 ans. Et depuis peu, vous savez qu'une loi a été votée et qui prévoit qu'on a remonté l'âge à 15 ans. Effectivement, en tenant compte de tous les risques que peuvent rencontrer les très jeunes publics en ligne.
Donc, si vous voulez, la CNIL n'a pas attendu avant de considérer que c'est une priorité stratégique. Donc, dès 2013, elle a créé cette mission d'éducation au numérique. Pourquoi dès que vous vous connectez en ligne, en fait, vous livrez énormément d'informations sur vous. Des informations personnelles et parfois qui sont sensibles. Et du coup, il est important que chacun puisse comprendre la mécanique du numérique, comprendre qu'il est important d'être discret, de livrer le moins d'informations sur soi en ligne et puisse décrypter les enjeux. Et de cette manière, effectivement, chacun pourra devenir un citoyen numérique à part entière. C'est vraiment l'enjeu de sensibiliser tous les publics et notamment les plus jeunes, puisqu'on l'a dit, les usages sont de plus en plus précoces. C'est ce qui a changé effectivement depuis 2013, depuis le début du lancement de cette mission? Absolument, c'est ce qu'on peut constater. Nous allons pas mal sur le terrain, donc que ce soit dans les établissements scolaires ou même nous allons aussi, nous déplaçons donc en France pour aller au-devant de tous les publics, y compris les plus vulnérables, les plus éloignés du numérique. Et ce qu'on constate, c'est que les usages sont de plus en plus massifs. Alors, c'est vrai que le Covid a joué beaucoup aussi sur ce plan-là. Ils sont de plus en plus précoces et du coup, on a vraiment besoin, pour évoluer dans le numérique en toute sécurité, de pouvoir décrypter donc ces enjeux et finalement être acteur de sa vie numérique et pouvoir exercer ses droits. C'est ça l'enjeu essentiel, c'est que la CNIL est là aussi pour aider les citoyens à exercer leurs droits numériques lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Par exemple, lorsqu'on veut faire effacer une photo sur un réseau social, eh bien, si le réseau social ne répond pas ou s'il refuse, eh bien, le citoyen peut s'adresser à la CNIL, porter plainte et la CNIL va l'aider à exercer ses droits. Donc on voit bien que la CNIL intervient dans le quotidien numérique des Français. Effectivement. Quels sont les principaux risques aujourd'hui auxquels les enfants sont exposés en ligne? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain quand vous vous rendez dans des écoles, dans des établissements scolaires? Alors, il y a plusieurs types de risques. Il y a des risques qui sont très majeurs aujourd'hui, le cyberharcèlement, l'usurpation d'identité, des cyberviolences aussi très nombreuses auxquelles sont exposés les jeunes, des propos haineux. Et il y a des risques plus liés à la protection des données personnelles. Par exemple, nous, quand on va effectivement dans des classes, on se rend compte que les jeunes ne sont pas très conscients que leurs données personnelles peuvent être exploitées à des fins commerciales. Il y a un autre risque important aussi, c'est l'économie de l'attention. Peu de jeunes également, parce que si vous voulez, les jeunes, là on mène des études sur les ados justement et le numérique. Et on s'aperçoit que les ados, si vous voulez, contrairement à ce qu'on pense, ne font pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils ont des vraies stratégies pour protéger leur vie privée en ligne. Alors il est certain qu'ils ont besoin de s'exposer un peu parce que bon, c'est à cet âge-là un moyen de se lier aux autres, de s'exprimer, etc. Mais on s'aperçoit quand on regarde un peu plus près leurs usages, et c'est ce qu'on a fait puisqu'on est allé voir, nous, sur place, dans les classes des collégiens, ils nous ont dit qu'effectivement, ils avaient quand même des stratégies de protection de leur vie privée. Par exemple, ils évitent de livrer la photo de leur visage sur une photo de profil. Vous voyez, donc, bon, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont cette approche de la vie privée par les risques. Et ce dont on se rend compte, c'est que plus le risque est concret, plus l'adolescent va le prendre en compte. Exemple, le cyberharcèlement ou encore l'usurpation d'identité. En revanche, plus le risque est abstrait, et là, on peut parler de l'économie de l'attention, c'est un vrai sujet, plus il est évacué par l'adolescent. Et donc, l'économie de l'attention, c'est quoi? C'est le fait que certains réseaux sociaux, plus que d'autres, développent des algorithmes très, très puissants qui enferment l'utilisateur dans ce qu'on appelle une bulle de filtre. C'est quoi la bulle de filtre? Eh bien, c'est le fait d'être conforté finalement dans ses opinions, puisque au fur et à mesure qu'on fait des recherches et qu'on est actif sur les réseaux sociaux, ce sont toujours les mêmes types de contenus qui vont être proposés. Et donc, vous voyez bien que l'enjeu majeur là, c'est comment développer un esprit critique quand on est ado, alors qu'on est enfermé dans finalement, comme on pourrait l'appeler Étienne Klein, des chez-soi idéologiques, c'est-à-dire des pensées qui nous correspondent. Ça fait partie de vos interventions dans les écoles aussi. Absolument. Donc ça, c'est un sujet, on voit bien que ce risque, il est mal évalué donc, par les adolescents. Et donc, du coup, nous, on essaye vraiment d'apporter des exemples concrets, d'expliquer, de décoder ces enjeux pour qu'ils puissent effectivement adopter vraiment des comportements, je dirais qu'ils adoptent un recul, vous voyez, par rapport aux technologies, un esprit critique. La CNIL et le collectif Edicnum ont appelé l'été dernier
dernier, les pouvoirs publics à développer l'éducation au numérique dès l'école maternelle pour faire face justement à ces défis sociétaux que vous avez très bien énumérés. Ils sont majeurs. Quels sont ceux qui vous préoccupent le plus dans ces défis sociétaux? Est-ce que c'est justement la haine en ligne, par exemple? Alors, la CNIL, comme je l'ai dit, s'occupe de protéger la vie privée des personnes. Oui. Donc, les enjeux qui vont nous concerner au premier chef sont tous les enjeux qui mettent en péril, quelque part, nos données personnelles, nos informations personnelles. Et on est particulièrement attentif à ce qu'on appelle les données sensibles. Alors, c'est quoi des données sensibles? Oui. Ce sont des données qui, si on les révèle, vont pouvoir entraîner une forme de discrimination, de rejet. Exemple, la religion, l'orientation sexuelle, les opinions politiques sont des données sensibles. Et donc, le conseil que l'on donne lorsqu'on rencontre des jeunes, mais pas seulement, des parents aussi, c'est d'être finalement très discret sur soi, de livrer le moins d'informations personnelles lorsqu'on se connecte, et d'autant plus lorsqu'elles sont sensibles et qu'elles sont vraiment liées à l'intimité de la personne. Encore une fois, elles doivent rester secrètes. Intime, effectivement. La vie privée des jeunes, justement, est-ce qu'elle est encore plus à risque aujourd'hui, Karina, dans un contexte de développement, on le voit tous les jours, de plus en plus rapide des nouvelles technologies, par exemple l'intelligence artificielle, par exemple les deepfakes aussi, qui touchent les jeunes? Elle est en péril depuis en tout cas, elle est challengée depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'elle est plus challengée aujourd'hui? Je crois que beaucoup d'acteurs s'impliquent justement dans des actions de sensibilisation, d'éducation numérique. Nous-mêmes, donc à la CNIL, nous avons dès 2013 créé un collectif qui s'appelle le collectif EduCNUM, qui rassemble près de 70 structures, des associations de protection de l'enfance, des acteurs de la société civile, des institutions publiques, des médias, puisque Radio France et France Télévisions font partie également du collectif. Et donc, si vous voulez, on voit bien que l'éducation numérique, c'est l'affaire de tous, et qu'en agissant collectivement, on arrive quand même à développer des actions de terrain, des actions concrètes qui ont des résultats. Donc je crois qu'il ne faut pas dramatiser. D'abord, le numérique, ce n'est pas que négatif. Il y a énormément de points positifs important de le rappeler. Avec le numérique, de s'informer en ligne, d'être en lien les uns avec les autres, etc. Mais effectivement, il faut être vigilant quant à la posture que l'on a lorsqu'on est connecté, de faire attention effectivement à bien protéger ses données personnelles. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement? Est-ce que ce sont des actions qui devraient être menées par l'Éducation nationale dans les écoles, puisque vous demandez effectivement à développer l'éducation numérique dès l'école maternelle, ou est-ce que c'est cette agrégation d'acteurs qui est de plus en plus nécessaire aujourd'hui pour venir dans les écoles au plus proche des élèves? Je crois que l'école a un rôle majeur à jouer, puisque son rôle, c'est de transmettre des savoirs. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être noté que PIX, donc cette plateforme qui permet d'évaluer ces compétences numériques, va être obligatoire à partir de la 6e, donc à la rentrée scolaire prochaine. Donc l'éducation nationale prend sa part, elle joue un rôle majeur dans l'éducation numérique. Et d'ailleurs, nous avons un partenariat structurant avec le ministère. Mais bien sûr, c'est déjà un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Comme je l'ai dit, l'ensemble des acteurs doivent jouer un rôle. Et il y a aussi le rôle des parents. Dont on peut parler, parce que si vous voulez, les enfants, les élèves peuvent apprendre à l'école un certain nombre de comportements vertueux, ont des usages, on leur enseigne des usages responsables, raisonnés à l'école, mais si, lorsqu'ils arrivent à la maison, ces usages finalement se trouvent déconstruits par parfois les pratiques numériques de leurs parents, on peut prendre un exemple très concret. C'est le sharenting qui est très à la mode aujourd'hui. Le sharenting, c'est le fait pour un parent de publier des photos de son enfant, alors quel que soit son âge, parfois ce sont des bébés, il y a même des photos d'échographie quand même qui circulent aussi sur les réseaux sociaux, sur certains réseaux sociaux. Donc c'est vrai que les parents doivent aussi être sensibilisés à tout ça. Un chiffre clé, à 13 ans aujourd'hui, un enfant a 1300 photos qui circulent de lui sur les réseaux sociaux. Et à votre avis, qui a publié ces photos? Ce sont les parents. Ce sont les parents. Ce sont les parents. Karina, je vous propose de continuer ces échanges passionnants dans la deuxième partie du talk. On va parler évidemment du rôle clé que jouent les enseignants et les parents dans cette sensibilisation aux écrans. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Karina Chatin, responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Karina, si vous le voulez bien, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Milly Adaé qui a une idée derrière la tech. Au programme de votre chronique aujourd'hui, Milly, aider son enfant à s'aimer et à se connaître. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Aider son enfant à s'aimer et à se connaître s'adresse véritablement à toute personne encadrant des enfants. Nous vivons dans une époque où la pression sociale et les standards préétablis peuvent influencer la perception de soi, qui est un sujet fondamental pour le développement de nos enfants. C'est pourquoi il est impératif de créer un environnement favorable qui les encourage à s'accepter tels qu'ils sont et à explorer qui ils veulent devenir. C'est donc une mission essentielle pour les parents, les éducateurs et tous les membres de la société. Et on va le voir ensemble, ça peut passer par des actions toutes simples comme être bienveillant et écouter. Alors Milly, vous avez mentionné effectivement l'importance de l'écoute active, de la communication bienveillante aussi. Comment ces pratiques peuvent-elles concrètement renforcer l'estime de soi des enfants ? L'écoute active et la communication bienveillante sont les piliers fondamentaux. L'écoute active, ça consiste à être pleinement présent lorsque votre enfant partage ses pensées ou encore ses émotions. Ça peut être avec des réponses comme « je vois comment tu te sens et merci de partager ceci avec moi ». L'idée, c'est vraiment de créer un lien profond entre le parent et les enfants qui va leur montrer qu'ils sont entendus et compris. Et ça va au-delà d'entendre des mots, ça signifie comprendre leurs émotions et les expériences qu'ils partagent. La communication bienveillante, c'est choisir des mots encourageants et positifs lors des échanges en mettant l'accent sur les efforts et les qualités plutôt que les erreurs. Ça les aide à définir une image plus positive d'eux-mêmes. Donc de manière concrète, c'est prendre du temps chaque jour avec ses enfants, les écouter sans interruption, même si ça peut être des fois compliqué. Et c'est vraiment l'objectif, c'est que l'enfant vienne vers vous progressivement au fur et à mesure qu'il se sente autonome à venir lorsqu'il a à chaque fois besoin de parler. En quoi cette autonomie, justement, contribue-t-elle à renforcer la confiance des enfants ? Encourager l'autonomie, ça veut dire donner des choix appropriés à leur âge. Ça commence par prendre des décisions simples, comme choisir ses vêtements, décider pour le menu d'un repas ou le programme du week-end, par exemple. Ça donne aux enfants un sentiment de contrôle sur leur vie quotidienne et ça renforce leur confiance en eux et en leurs compétences. Donc vraiment, n'hésitez pas à impliquer vos enfants dans les décisions du quotidien. Ça va les encourager à développer leur sens des responsabilités et peut-être que vous pourrez détecter des talents cachés. On peut se demander aussi en quoi valoriser les talents et intérêts uniques de chaque enfant impactent positivement leur perception de soi. Valoriser les talents individuels, c'est reconnaître la diversité des compétences de chaque enfant. Ça montre à un enfant que ses aptitudes spécifiques sont non seulement remarquées, mais aussi célébrées. Ça renforce un sentiment de valeur personnelle. L'enfant reconnaît son unicité tout en étant dans un groupe, que ce soit une classe ou une fratrie. Et n'oublions pas que savoir reconnaître ses forces et ses compétences, c'est un indicateur majeur pour les futurs choix d'orientation. Donc si un enfant aime dessiner, exposer ses œuvres. S'il est passionné par un sujet, encouragez-le à en apprendre davantage, à le partager et montrer votre intérêt pour ses découvertes. Alors Milly, qu'est-ce qui se passe si l'enfant fait face malheureusement à un échec ? Gérer l'échec de manière positive, c'est essentiel pour enseigner aux enfants que l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage plutôt que de les laisser se sentir découragés. Aidons-les à voir les défis comme des opportunités de grandir et apprendre. Lorsque votre enfant rencontre un échec, discutez ouvertement de ce qui s'est passé, aidez-le à identifier ce qu'il a appris de la situation et comment il peut utiliser cette expérience pour surmonter des défis similaires. Il y a aussi un outil que j'aime bien, c'est les cartes Les Petits Positifs. Sur une face, il y a des déclarations positives à répéter et sur l'autre face, une explication du mot avec une ouverture à la discussion entre l'adulte et l'enfant. Et vous pouvez retrouver ces cartes sur le site internet lespetitspositifs.fr ou sur leur page Instagram. Alors Milly, vous avez abordé l'influence de l'estime de soi sur la réussite scolaire. Comment justement cette estime de soi positive se traduit-elle concrètement dans les notes des élèves dans le contexte académique ? Une estime de soi positive se reflète dans l'attitude vers l'apprentissage. Les enfants confiants sont plus enclins à participer en classe, à poser des questions et à persévérer face aux difficultés. Et ça se traduit souvent par des meilleurs résultats
académique. Et créer un environnement d'apprentissage positif à la maison, c'est célébrer les progrès, c'est encourager la curiosité en encourageant l'exploration de sujets scolaires et vraiment soutenez vos enfants dans la découverte de ses propres méthodes d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en 30 secondes chrono, même pas, sur cette chronique, Milly ? À retenir en 30 secondes, c'est l'écoute active, l'encouragement et la valorisation des talents sont importants pour aider son enfant à mieux s'aimer et mieux se connaître. Et ben voilà, Karina, je vous voyais réagir. Oui, moi j'ai noté 2 choses intéressantes dans ce que vous avez dit. C'est d'abord passer du temps avec ses enfants et ensuite l'autonomie des enfants. Alors passer du temps avec ses enfants, c'est important. Quand on parle d'éducation numérique, bien souvent les parents sont débordés. Alors il ne faut pas culpabiliser surtout les parents. C'est pas facile d'être parent aujourd'hui, surtout à l'ère du numérique. Mais il est vrai que s'intéresser à ce que font ses enfants, par exemple, lorsque les enfants jouent à des jeux vidéo, bien sûr, il ne faut pas qu'ils y passent toute la journée, mais il peut y avoir des points très positifs dans les jeux vidéo. On peut parler une langue étrangère, on peut développer des talents, des stratégies, etc. Donc je crois que inciter les parents à regarder, à effectivement accompagner leurs enfants dans leurs usages numériques, c'est un bon moyen aussi de sécuriser l'enfant et du coup de le prémunir contre certains risques. Donc ça, c'est une première chose. Et dans l'enquête que nous avons menée, l'enquête terrain auprès des adolescents, effectivement, on a relevé qu'il y avait plusieurs formes finalement d'accompagnement des enfants. Alors, dans un monde idéal, le parent a beaucoup de temps et connaît un peu le numérique, donc on va être dans une forme de compagnonnage. Ça veut dire que vraiment les parents vont être là à côté de leurs enfants, vont les conseiller. D'accord. Et dans le pire des scénarios, le parent qui est complètement paumé, qui ne connaît rien au numérique et qui n'a pas une seconde à lui. Et là, on est plutôt dans une forme de laisser-faire. Et du coup, l'enfant va être un peu livré à lui-même. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et c'est vrai que c'est important aussi de s'occuper de son enfant lorsqu'il est dans ses activités numériques. Et puis le deuxième... La chose que vous avez dite, c'est l'autonomie de l'enfant. Et c'est très important. Vous voyez, beaucoup de parents, parce qu'ils sont souvent un peu angoissés par le numérique, vont avoir tendance à surveiller leurs enfants de manière permanente. Je pense notamment à la géolocalisation, qui est vraiment très intrusive. Et du coup, nous, la CNIL met un peu en garde sur une surveillance excessive des enfants, parce que si vous voulez, l'enfant a vocation à grandir dans le monde numérique, qui ne sera pas toujours un enfant. Et s'il a l'impression d'être espionné, surveillé, tracé dans l'espace continuellement, il aura du mal à s'autonomiser et à devenir petit à petit un jeune adulte. Donc je crois que l'enjeu central pour nous, c'est vraiment de trouver un point d'équilibre entre d'une part la protection des enfants en ligne. Je crois qu'il y a consensus aujourd'hui, aussi bien au plan national qu'au plan international, protéger mieux les enfants en ligne, mais en même temps dans le respect de leur vie privée et en les accompagnant progressivement vers une forme d'autonomie qui est quand même essentielle. Tout à fait. Vous voyez, Milly, l'effet que fait votre chronique. Merci beaucoup en tout cas. Et puis nous, on lance tout de suite. On continue à parler évidemment de ce sujet dans la deuxième partie du talk. Mais oui, c'est passionnant et ça discute. Bon, pour lutter efficacement contre ces fléaux, Karina, la CNIL a créé avec le groupe Vive, l'ANAE, la MGEN et le soutien du ministère de l'Éducation nationale, on en parlait tout à l'heure, un jeu immersif sur la citoyenneté numérique. D'abord, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de citoyenneté numérique ? Alors, être un citoyen numérique, c'est connaître ses droits et ses devoirs. Et c'est être en capacité, au fur et à mesure qu'on va grandir, de pouvoir exercer ses droits dans l'univers numérique. Ça, c'est un point qui est crucial parce que pour se protéger efficacement en ligne, il faut petit à petit, évidemment, connaître les enjeux, mais aussi être en capacité d'exercer ses droits et donc de garder la main sur sa vie numérique. Et donc, l'idée que l'on a eue, effectivement, c'est de développer un jeu immersif, donc qui s'appelle les Gardiens du numérique, qui est actuellement donc à la Cité des Sciences, la bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et donc, l'objectif de ce jeu, c'est vraiment de faire en sorte de décrypter les principaux enjeux que soulève le numérique. Donc, il y a plusieurs missions. Donc, sur le cyberharcèlement, les fake news, les réseaux sociaux, l'économie de l'attention, la valeur des données personnelles. Et puis, à partir de ces missions, faire en sorte que finalement, les joueurs prennent conscience de tous ces enjeux et finalement développent ensuite des bonnes pratiques, des pratiques responsables. Quelles sont justement les compétences spécifiques qu'un enfant aujourd'hui a besoin d'avoir pour naviguer en toute sécurité, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Internet ? Alors, il y a un enjeu qui est fondamental, c'est savoir protéger sa vie privée, sécuriser ses informations personnelles. Et la sécurité des données, ça passe d'abord par le mot de passe. Génération Numérique, qui est une association qui va beaucoup dans les écoles,
a fait une étude récente qui montre qu'à peu près la moitié des 11-18 ans ne changent jamais de mot de passe. Donc c'est quand même quelque chose qui est problématique lorsqu'on sait aujourd'hui toutes les attaques, les cyberattaques qui peuvent se produire. Donc ça c'est vraiment, lorsque vous partez de chez vous, vous ne laissez pas la porte de votre appartement ou de votre maison ouverte. Eh bien c'est la même chose lorsque vous êtes sur un réseau social. Si vous n'avez pas un mot de passe solide, robuste, eh bien il est ouvert à des attaques qui sont possibles. Effectivement. Karina, c'est passionnant. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu du rôle des entreprises, de leur responsabilité dans ce domaine d'éducation au numérique. Est-ce que vous travaillez aussi avec elles? Vous faites de la sensibilisation? Absolument. Ouais. Donc on travaille également avec les entreprises. Nous avons, il y a quelques mois, lancé un dialogue avec les principales plateformes de réseaux sociaux qui sont utilisées par les jeunes. D'accord. Donc nous avons lancé cette action avec l'ARCOM, qui est le régulateur de l'audiovisuel et du numérique. Et donc nous proposons concrètement à ces plateformes de les accompagner pour améliorer les mentions d'information qui se trouvent sur leur site. Alors les mentions d'information, c'est quelque chose qui en tout cas qui n'est pas assez connu, ce sont les conditions générales d'utilisation, c'est-à-dire la manière dont le site ou le réseau social va informer l'utilisateur sur ce que vont devenir ses données personnelles. C'est quand même pas rien. Et donc, on s'aperçoit en réalité que les 11-18 ans ont du mal à exercer leurs droits numériques parce qu'ils n'arrivent même pas finalement à décoder, à lire correctement ces mentions d'information. Elles sont quand même importantes puisque ça va conditionner l'exercice de certains droits. Et donc, nous, ce qu'on propose à ces entreprises, c'est de les aider justement, notamment avec le moyen du design, et donc en consultant aussi des panels de jeunes qui vont nous expliquer à quelle étape finalement les choses coincent, quels sont les obstacles concrets qui les empêchent d'exercer leurs droits, et notamment leur droit à l'effacement. Chez un jeune, à partir de 14, 15, 16 ans, il devrait être plus facile, si on le souhaite, d'effacer une photo ou une vidéo en ligne. Aujourd'hui, les jeunes abandonnent finalement la démarche puisqu'ils parce n'y que arrivent c'est trop pas. compliqué. C'est ça. Et ces sujets-là, les plateformes justement, Meta, Facebook, Instagram, Snapchat, elles y sont sensibles. Absolument. On a l'impression que rien ne bouge d'un point de vue extérieur, mais vous êtes là derrière à faire de la sensibilisation. On est là, pour ça, pour essayer de faire évoluer les pratiques, de faire en sorte que ces mentions d'information, comme le prévoit d'ailleurs le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui, je rappelle, est le cadre juridique qui est rentré en vigueur en 2018, qui protège tous les citoyens européens, eh bien, normalement, ce règlement prévoit justement une information plus claire vis-à-vis des utilisateurs jeunes, plus transparente. Et on s'aperçoit que dans les faits, ce n'est pas encore l'idéal. Et donc, nous, on est là pour essayer de faire changer les choses concrètement. Faire changer les choses dans les familles aussi. Quels sont les conseils que vous pourriez adresser aux parents qui nous écoutent quant à l'utilisation à la fois des écrans dans les foyers, mais aussi sur ce sujet de citoyenneté numérique, comment utiliser au mieux pour mon enfant les réseaux sociaux, c'est mieux. Alors, déjà, c'est pas facile de toucher les parents. Parce que autant on peut aller dans des classes, on peut aller parler à des enseignants, on peut voir différents types de publics. Bon, les parents, déjà, ont très peu de temps disponible. Et puis, on ne va pas aller frapper chez eux pour mais c'est vrai, c'est un vrai essayer sujet. de les sensibiliser. Donc, nous, ce qu'on commence à faire, c'est lorsqu'on va faire des interventions dans les établissements scolaires, ce qu'on propose aux chefs d'établissement, c'est qu'après les interventions dans les classes, on retrouve des parents et on organise une sorte de kermesse numérique. Alors la kermesse numérique, c'est des ressources très simples, des mots fléchés, des mots croisés, des jeux de cartes, autour desquels on réunit des parents, et donc sur les sujets évidemment liés à la protection de la vie privée en ligne. D'accord. Et on s'aperçoit que en fait, c'est beaucoup plus facile de sensibiliser, de toucher les parents lorsqu'on utilise le jeu. Et c'est la même chose avec l'escape game qui est à la Cité des Sciences. C'est vrai. Donc ça, c'est un temps qu'on peut utiliser donc pour toucher les parents. Et il y a une autre solution qu'on est en train de tester et qui marche plutôt bien, c'est de sensibiliser les parents en tant que salariés. C'est-à-dire qu'on va aller... Vous intervenez dans les entreprises. Voilà, on commence à intervenir dans les entreprises. Alors, ça peut être un format hybride, c'est-à-dire qu'on peut être en présentiel et puis faire aussi les choses à distance. Enfin, en tout cas, il y a des replays qui permettent aux salariés qui n'ont pas eu le temps de suivre cet atelier de le faire plus tard. Et donc là, on s'aperçoit aussi qu'il y a un fort intérêt et que du coup, les parents sont disponibles puisque c'est sur leur temps de travail, finalement. Effectivement, sensibiliser les parents, les enfants, les enseignants aux enjeux du numérique. Voilà, entre autres, ce que fait la CNIL. J'ai été ravie de vous recevoir. Merci infiniment d'être venue sur ce plateau. Karina Chatin, je rappelle que vous êtes responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Merci beaucoup. Merci aussi pour cette chronique toujours aussi passionnante. Milly, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve évidemment dès demain, 12h30 sur School TV.